Nous sommes de retour pour cette seconde table ronde avec vous pour revenir sur un secteur de pointe, celui de la microélectronique et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, car méconnu jusqu'ici. Ce secteur, on en a vraiment entendu parler depuis quelques mois. Le rôle clé des composants électroniques présents un peu partout dans nos vies se traduit aussi dans différentes industries jusqu'à l'automobile. Emmanuel Macron a d'ailleurs fait de la sécurisation de ces composants l'une des conditions du succès des objectifs de son plan d'investissement France Relance. Cette crise a d'ailleurs accéléré encore la prise de conscience, mais aussi les initiatives qui ne dataient déjà pas d'hier. Alors nous allons revenir d'ailleurs sur ces initiatives, au rang desquelles les plans Nano 2012, Nano 2017 ou encore Nano 2022, et désormais un projet d'alliance européenne, un nouveau programme IPCEI qui sera attendu pour 2026, mais également un projet de loi européen qui vise aussi à sécuriser ces composants. Alors pour débroussailler un petit peu ce sujet, on reçoit aujourd'hui à nos côtés José Berriot, qui est directeur des affaires publiques de Soitec, également Marc Haïd, coordinateur du programme Nano 2022 au CEA-Leti, Laure Quintin, responsable du pôle Europe du pôle de compétitivité Minalogic, et également David Billon-Lanfray, directeur stratégie, communication et technologie de l'INRED. Alors, on va revenir sur vos activités respectives dans quelques instants. On va commencer par poser le décor avec vous, Laure Quintin. Cette filière, finalement, de la microélectronique, elle a été reconnue comme stratégique. Maintenant, c'est acté. Et aujourd'hui, est-ce qu'on se dirige finalement vers une forme de nouvel âge d'or de la microélectronique? Certains disent que c'est le pétrole de demain. En Auvergne-Rhône-Alpes, on avait vraiment déjà une filière très présente. Et d'ailleurs, on en parle de mini Silicon Valley à la Grenobloise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi elle a été bâtie, de quoi elle est composée finalement? Alors bonjour à tous, oui, la Silicon Valley Auvergne-Rhône-Alpine. Alors géographiquement, on pourrait dire que c'est une vingtaine de kilomètres autour de Grenoble, un hub d'innovation, un hub industriel qui regroupe les plus grands industriels européens de la microélectronique. On a des représentants ici autour de la table, bien sûr, les meilleurs, mais aussi un modèle d'innovation, bien sûr, avec des grands centres de recherche, des universités mondiales et la plus grande concentration de chercheurs en France. Par exemple, alors c'est donc une vingtaine de kilomètres qui emploie plus de 25 000 personnes donc dans la microélectronique, majoritairement dans l'industrie. Et puis chez nous, à Minalogic, le pôle de compétitivité du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont plus de 200 PME actives dans le domaine. Alors, encore une fois, grand majoritairement sur ce sillon, mais aussi un peu plus largement en Europe, en région. Si on considère la photonique dans la microélectronique, c'est peut-être un sujet. Saint-Étienne, le bassin stéphanois est aussi, bien sûr, très fort dans ce domaine. Tous ces gens-là sont placés stratégiquement sur la chaîne de valeur de la microélectronique, on en parlait, donc du design jusqu'à la production de puces, en passant par les équipementiers, les producteurs de machines, ou même en bout de chaîne, les fabricants de systèmes, parce qu'un composant ne fonctionne pas sans un logiciel ou un système embarqué. Voilà, donc c'est une grosse chaîne complète. Les compétences majeures qui font la renommée du secteur ici à Grenoble, c'est la fabrication de puces, bien entendu, l'ingénierie des surfaces, les fameux substrats, mais là je laisserai Soitec en parler mieux, et aussi l'imagerie. Donc c'est aussi un grand, on a aussi un. On parlera avec l'INRED également. La Silicon Valley grenobloise et aussi l'Imaging Valley, c'est aussi un autre petit nom qu'on lui donne. Et par nature, c'est un écosystème très tourné vers l'international. Il y a autant institutionnellement des collaborations étroites entre la ville de Grenoble et la ville de Dresde, par exemple, en Saxe, un autre berceau européen de la microélectronique, aussi au niveau régional. Et nous, le pôle de compétitivité Minalogic, collaborons aussi avec 12 clusters européens de la microélectronique dans ce qu'on appelle l'Alliance Silicon Europe. Alors à vos côtés, Marc Haïd, vous avez aussi l'aspect recherche qui est très important sur le tissu grenoblois et qui rayonne bien plus largement à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes avec le CEA et notamment le CEA-Leti. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de l'aspect de la recherche qu'on fait ici en région? Est-ce que finalement cette industrie, elle est rien sans recherche et sans
chercher le pas d'après pour ces composants? Effectivement, la microélectronique a une spécificité, elle a besoin de deux grands ressorts pour avancer. Le premier, c'est l'innovation, et le deuxième, c'est l'investissement. C'est une industrie qui a besoin d'investir énormément dans les équipements. Au niveau de l'innovation, je vais replacer au niveau du contexte européen peut-être. En Europe, il y a grosso modo 3 grands centres de microélectronique. Il y a en Allemagne Dresde, en Belgique Louvain et en France Grenoble. Et en fait, ces 3 centres s'articulent autour des ces 3 pôles s'articulent autour de 3 grands centres de R&D qui sont les Fraunhofer en Allemagne, en particulier microélectronique autour de Dresde, l'IMEC à Louvain et le CEA Leti à Grenoble. Et en fait, c'est pas anodin que les pôles soient forts autour de centres de R&D, puisqu'en fait, comme je l'ai dit, c'est une activité qui, sans innovation, ne peut pas perdurer. Donc, il y a un besoin de miniaturisation de plus en plus important, même si aujourd'hui on va aussi vers les performances. Tout à fait. Et pour revenir sur le site du CEA Leti à Grenoble, c'est un site qui emploie environ, alors je ne parle que du Leti, le Leti qui est une partie, qui est un institut d'un organisme de recherche plus grand qui est le CEA. Donc le Leti à Grenoble, c'est environ, grosso modo, 1800 personnes qui sont dédiées uniquement à la recherche et développement au service de l'industrie. C'est-à-dire que le CEA Leti fait grosso modo le bridge, le pont entre la recherche à mon très académique qui va déboucher sur des choses dans 10, 15, 20 ans, et puis la mise en production que veulent faire les industriels, qui est une échelle très courte, qui est en général 1 à 3 ans. Donc le CEA Leti est vraiment là pour servir l'industrie de la microélectronique, en particulier avec les industriels français. Face à vous, on a un défi majeur qui est celui de la production. L'Europe était descendue à 10% de la production mondiale il y a peu, et l'ambition aujourd'hui avec France 2030, c'est de doubler ce chiffre, alors même que les États-Unis parlent de 30% de part mondiale à aller chercher pour leur propre part. Alors José Berriot, est-ce que notre objectif, il est finalement réaliste? Vous êtes fabricant et leader mondial en matière de substrats. Est-ce que ça vous paraît adressable à horizon 2030? Alors c'est un objectif parfaitement souhaitable. Réaliste, on verra, il faut trouver le chemin. C'est un long chemin qui part de l'innovation, comme l'a parfaitement décrit Marc Haïd. Mais il se trouve que nous avons un socle d'innovation qui est extrêmement solide en Europe, avec les laboratoires, les universités, 3 grands centres de recherche qui ont déjà été mentionnés par Marc. Et donc il y a en fait dans les cartons tout un tas de produits innovants sur des marchés nouveaux sur lesquels on peut se positionner. Je rejoins tout à fait le débat qui a eu lieu tout à l'heure sur la relocalisation. Il ne s'agit pas forcément de ramener en Europe ou dans la région RA des produits qui sont déjà partis, en fait, si je peux dire, mais plutôt, grâce à l'innovation, se positionner sur des nouveaux marchés et attraper ces parts de marché de nouveaux marchés. L'exemple le plus flagrant actuel, c'est l'automobile. On sait que l'électronique, pour l'instant, ce sont essentiellement ce qu'on appelle la radiofréquence, c'est-à-dire les smartphones. 1,3 milliard de smartphones tous les ans vendus. C'est considérable. Et ces smartphones, je vous rappelle, ce sont des merveilles technologiques. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, dans l'automobile, il y a de plus en plus d'électronique. On veut électrifier l'automobile, mais aussi toutes sortes de véhicules, les trottinettes. Transport. Enfin bref, l'électrification de la mobilité, elle est en marche. Donc ça, ce sont des nouveaux marchés. Ce sont des nouveaux marchés où l'Europe a une demande. On ne fabrique plus de smartphones en Europe, mais on fabrique toujours des voitures en Europe et on fabrique de très bonnes voitures en Europe. Donc la demande est là, le marché est nouveau, électrification. Il suffit juste d'attraper ces parts de marché en s'appuyant sur les innovations que nous avons déjà en Europe, sur la base de brevets européens. C'est un petit peu ce que Soitec fait déjà ou ambitionne, puisque vous avez de grandes ambitions d'ici 2026 dans votre feuille de route, notamment de doubler votre production en passant par la France, mais aussi par Singapour où vous êtes implanté. Oui, mais tout ça se passe jour après jour. C'est vrai que tous les mardis, nous embauchons 20 personnes. Ça peut paraître peu, mais comme c'est tous les mardis, à force, c'est pas mal. Effectivement, nous sommes actuellement en forte croissance.
grâce à la radiofréquence toujours, grâce au marché de l'automobile et des objets connectés. 80% de nous sommes bientôt à 2000 employés, en fait, 1920 hier, donc on va bientôt arriver aux 2000. 80% sont en région Aura, en Isère, et nous avons travaillé de très nombreuses PME de l'Isère, du Grésivaudan, mais je crois qu'on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. On va y revenir. Pour finir un petit peu sur cet objectif et dresser l'ambition initiale, Laure Quintin, cet objectif de doubler la production européenne à horizon 2030, on aura besoin pour ça aussi de s'appuyer sur la recherche, comme le disait Marc, mais aussi sur l'écosystème d'industriels que vous représentez. Ça va se passer comment pour y arriver ? Alors là, c'est une très bonne question. Si on avait tous la clé. Alors, les collaborations, on parle, l'innovation, c'est bien sûr collaboration, recherche industrielle. C'est aussi la dynamique d'un écosystème avec la création de nouvelles sociétés, start-up. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, à Grenoble, c'est aussi un écosystème très dynamique en termes de création d'entreprises, issu souvent de la recherche, les deep tech, comme qu'on appelle. On a l'exemple d'Aledia, par exemple, dans une filière bien clé. Alors, Aledia crée une nouvelle filière industrielle. Donc, grâce à la technologie, Aledia amène en France une nouvelle technologie de micro-display différente de celle qui était trustée par la Chine. Alors, on est tous très curieux et on va dire, on a hâte de voir la réussite d'Aledia. Donc, c'est pas de la relocalisation, c'est la création justement d'une nouvelle création de valeur et de la localisation filière, industrielle et de production qui n'existait également pas. Aussi, non, qui n'existait pas. Qui se pose en leader mondial C'était dans en son Chine. domaine. Voilà. Donc, écoutez, c'était comme le succès de Soitec il y a quelques années. On attend de voir celui d'Aledia aujourd'hui. Alors, pour répondre justement à ces enjeux de relocalisation, on a eu ces fameux plans Nano 2012, 2017, 2022. Ça, c'était avant la crise, avant la pénurie de composants. Finalement, Marc Caïd, est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur l'impact de ces plans jusqu'ici ? On sait que, par exemple, Nano 2022, c'était 1,1 milliard d'euros projetés d'investissement public, dont 886 millions de la part de l'État au niveau national, et des investissements des acteurs privés pour 5 milliards d'euros. En Auvergne-Rhône-Alpes, ça s'est traduit comment ? Est-ce qu'on arrive à avoir un petit peu un chapeau régional de ces investissements ? Je pense qu'une des façons de mesurer l'impact de ces différents plans, c'est ce qu'on appelle le scénario contrefactuel, c'est-à-dire que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu ces différents plans, ces plans successifs qui ont démarré, si mes souvenirs, en 2008. Je pense que le CEA est peut-être pas forcément bien placé pour les industriels, mais par contre, je peux dire quelques mots au niveau du CEA. S'il n'y avait pas eu ces différents plans, grosso modo, Nano 2022, pour le CEA, ça représente un tiers de ses effectifs. C'est-à-dire que chaque année, on a 500 personnes qui travaillent sur les projets de recherche et développement au service des industriels dans Nano 2022. S'il n'y avait pas eu ces aides, ces 500 personnes n'auraient pas eu d'activité. Donc, grosso modo, on n'aurait pas pu servir nos partenaires industriels en termes d'approvisionnement d'innovation. Donc, par effet domino, ces industriels n'auraient pas mis sur le marché des produits qui leur auraient permis de générer du chiffre d'affaires. Donc, je ne peux pas donner de chiffres, mais grosso modo, pour le CEA, on serait passé en dessous d'une masse critique. On n'aurait pas pu poursuivre un certain nombre d'activités. Et je pense, après, je laisserai les industriels répondre, je pense que les industriels ne seraient pas aujourd'hui en position de répondre aux attentes mondiales de la microélectronique. On a vu que, je vais peut-être faire une petite dérivation, mais grosso modo, il y a une convergence entre, grosso modo, la crise entre, alors on peut appeler ça la guerre économique entre les USA et la Chine, sur en particulier le secteur de la microélectronique, l'arrivée du Covid, quelque temps après, qui a montré à quel point nous étions dépendants du numérique, et plus particulièrement de la microélectronique. Donc, pour revenir en arrière, je dirais que s'il n'y avait pas eu ces plans nano successifs, aujourd'hui, nous n'aurions pas été armés pour répondre aux exigences des nations sur la souveraineté au niveau du numérique et de la microélectronique.
David Billon-Lanfray, à nos côtés, vous êtes au sein de l'INRED. Alors, c'est une société qui est issue de la fusion entre Sofradir et Ulysse. Vous produisez des capteurs, notamment pour le domaine de l'infrarouge, pour la défense, le contrôle industriel, l'automobile ou le recyclage. Alors, s'il n'y avait pas eu ces plans nano, qu'est-ce que l'INRED aurait fait et à quoi ces plans vous ont servi? Bonjour à tous. Effectivement, nous, notre chiffre d'affaires, on le réalise à 80% à l'export. On est au 2e niveau mondial. Et donc, du coup, là, face à nous, il y a les États-Unis, bien sûr, mais il y a aussi la montée en puissance de l'Asie, de la Chine, de la Corée. Et donc, du coup, pour rester au meilleur niveau mondial, déjà, petit 1, il faut être effectivement dans un écosystème innovant. Et c'est le cas, on l'a déjà évoqué, de l'Imaging Valley ou la Silicon Valley grenobloise. Donc là, on retrouve effectivement des universités, des écoles d'ingénieurs, des centres de recherche, et puis un tissu industriel aussi partenaire pour travailler sur ces sujets-là et rester au meilleur niveau mondial. Après, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut aussi effectivement pouvoir avoir investir. On investit 15% de notre chiffre d'affaires en R&D et on a bénéficié effectivement de Nano 2022 pour pouvoir développer les usages de l'infrarouge. Et donc du coup là-dedans, on monte en volume, on diffuse des nouvelles applications dans l'automobile, on l'a évoqué, pour pouvoir aider au freinage automatique des véhicules. Tous ces nouveaux usages, en fait, ils demandent de la R&D, ils demandent des capteurs de plus en plus performants, et puis une montée dans la chaîne de la valeur avec des modules pour pouvoir que nos clients se concentrent sur leur application et pas avoir des standards en fait en termes de modules. Voilà. Vous avez des enjeux doublement stratégiques parce que vous êtes issu de la filière microélectronique en bout de ligne, mais vous avez aussi le secteur de la défense qui est un de vos marchés principaux. Ça veut dire que c'était important pour vous de garder une forme de souveraineté en France et de produire ici? Bien sûr. Nous, la souveraineté, c'est vraiment un facteur très important pour nous, pour nos actionnaires et pour la France. Et donc, par contre, il faut rester au meilleur niveau mondial, donc il faut vraiment se confronter au marché. Et donc avoir vraiment un rayonnement international. Et donc on a bénéficié aussi du plan de relance, et notamment avec le projet Silk, qui nous a permis de relocaliser une petite partie de microprocesseurs qui étaient faits en dehors de l'Europe, et que donc on réinternalise grâce à ces financements, à ces supports. Et en termes d'emploi, comme l'expliquait aussi Marc Haït, pour vous, ça s'est traduit comment finalement ces plans nano? Ça a été aussi créateur d'emplois forcément sur le tissu régional? Bien sûr, on a une croissance de l'activité et on embauche environ une trentaine de personnes par an. Et donc, qui sont notamment grâce à enfin, pour faire croître notre chiffre d'affaires, il faut développer des nouveaux produits, être au meilleur niveau mondial. Et donc, pour ça, on a besoin de R&D, d'investissement en R&D. Et on peut rajouter que l'avenir de l'infrarouge, ça passe aussi par l'automobile. On se sert de vos dispositifs pour, par exemple, de la conduite assistée, du lidar, etc. Voilà, en fait, en complément des voies visibles et radars, aujourd'hui, pour pouvoir limiter les accidents de piétons, on va utiliser le thermique de nuit ou dans des conditions de visibilité réduite en complément. Et donc ça, c'est vraiment un potentiel très intéressant, très important. Alors, on va peut-être aussi poser la question à José Berriot sur les impacts de ces plans nano. À Soitec, vous développez un substrat qui est leader mondial dans son domaine, qui est forcément innovant et surtout basé sur une technologie co-développée avec le CEA Leti depuis de nombreuses années avec des partenariats de recherche. Ces plans, ils vous ont permis quoi? Vous êtes en plus en train d'en développer un nouveau pour l'automobile. Oui, alors ces plans, l'impact pour nous, il est absolument fondamental. C'est-à-dire que ça nous a permis de prendre des risques à un moment pour investir dans la recherche et l'innovation sur des nouveaux substrats. Voilà. J'ai l'impression qu'on m'entend mieux comme ça. Donc, c'est d'abord la radiofréquence. En fait, c'est le plan. Ça a commencé dès Nano 2012. Avec le CEA Leti. L'Europe aussi, à travers le fonds Excel, nous a aidés. Et aujourd'hui, la radiofréquence, c'est 70% de notre chiffre d'affaires. Après, c'est un autre substrat qu'on appelle le POI. Enfin, tout ça est très technique, mais ce sont des filtres pour la radiofréquence. Et enfin, vous faites allusion à l'automobile, qui est un peu le marché en croissance, sur lequel nous croyons beaucoup, avec le carbure de silicium, qui est un nouveau substrat sur lequel nous travaillons avec le CEA Leti. Nous avons en commun dans les locaux du CEA Leti une ligne pilote qui a été financée par le plan Nano 2022. Donc ça, c'est tout à fait concret. Et après la ligne pilote, dans le plan suivant, il y aura la première ligne de fabrication industrielle
ce qu'on appelle la première industrialisation qui sera faite. Et tout ça grâce à ce qu'on appelle le label IPCEI, donc au niveau européen, qui permet d'aider aux États non seulement d'aider l'innovation, mais aussi ce qu'on appelle la première industrialisation. Donc vous voyez, nous ne sommes pas dépourvus de mécanismes d'aide publique. Ces plans nano ont permis de faire émerger la technologie FDSOI sur laquelle vous vous appuyez, mais il y a aussi du coup ce carbure de silicium. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu quelques détails sur ce projet qui va finalement aussi changer, vous l'espérez, le visage de l'automobile et notamment de l'électronique de puissance? Oui, alors ça c'est pour l'avenir. Donc l'avenir, vous savez, on est société cotée, on en parle moins. Mais je vais revenir d'abord, mais je vais vous en parler. Sur la question de l'impact que vous avez posé tout à l'heure, l'impact du plan Nano 2022, qui est d'ailleurs le titre du panel. On est à mi-parcours là, et nous avons investi 145 millions d'euros dans le cadre de ce plan, ce qui a permis la création de 158 emplois. Je parle bien des emplois du périmètre de Nano 2022. Hein. Donc c'est réel, c'est sérieux. Alors ça coûte cher, hein. Pratiquement 1 million d'investissements pour un emploi, mais ça, industrie fortement capitalistique, comme l'a marqué. Remarqué Marc. Ceci dit, ce sont des vrais emplois industriels, un tiers opérateur, un tiers technicien, un tiers ingénieur. Vous voyez, donc c'est pas, hein, l'écosystème grenoblois, c'est pas que des bac plus 12 qui travaillent au CEA-Leti, ce sont aussi des opérateurs qui travaillent chez l'INRED, chez Soitec, chez ST. Pour ce qui est du carbure de silicium, donc le carbure de silicium, alors ça sert à quoi? Ça sert à diminuer le poids des éléments dans la voiture qui sont avant et après la batterie, côté recharge, côté utilisation, et consommer moins d'énergie, dissiper moins de chaleur dans tous ces éléments. Autrement dit, ça va permettre, avec une même batterie, de faire 10-15% de kilomètres en plus. Voilà. Donc ce sont des évolutions. C'est déjà utilisé dans la Formule 1, d'ailleurs, depuis 2014. Et chez Tesla, de mémoire. Tous les véhicules de Formule 1, Renault, enfin, etc., sont hybrides, je ne sais pas si vous le savez. Ça, c'est l'étape d'après, à horizon 2026, c'est ça? Oui, voilà. Enfin, on est dans la phase de vulgarisation, si je peux dire, de démocratisation de ce substrat. Alors, une des caractéristiques, c'est que ce substrat est dominé par les Américains. Donc, les tentatives actuelles de l'Europe, c'est d'avoir une certaine autonomie, hein, comme vous le savez, tant vis-à-vis de l'Asie que vis-à-vis que des États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, notre initiative, mais aussi l'initiative de ST est le premier dans un certain nombre d'applications utilisant le sac carbure de silicium. ST est le numéro 1 mondial. Marc Haït, peut-être justement, vous travaillez beaucoup avec ST. Quelques mots, même s'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui, sur leur capacité à la fois d'innovation et leur participation à ces plans nano. Ils sont un des premiers chefs de file aussi sur ces plans-là. Tout à fait. ST reste quand même au niveau du bassin grenoblois le premier employeur au niveau de la microélectronique. C'est peut-être, j'aurais peur de dire des bêtises en disant que c'est le premier employeur sur Grenoble. Par contre, ça fait partie d'un acteur de poids dans le secteur de la microélectronique. Ce que je peux dire et qui est public, c'est que depuis à peu près 2 ans, ST Microelectronics est en train d'amorcer une forte croissance. Il est en train d'augmenter ses parts de marché de façon significative. Il était passé à moins de 10 milliards de chiffre d'affaires. Il était aux alentours de 8 milliards de chiffre d'affaires. Il est passé et il ambitionne 12 milliards de chiffre d'affaires d'ici cette année. Fin d'année prochaine. L'année prochaine, voilà, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que ST a une dynamique extrêmement positive. Je pense, alors ça va être mon avis personnel, ce sera bien sûr à confirmer auprès de ST, que le soutien des plans nano leur a permis de pouvoir, comme disait José, de pouvoir prendre des risques. C'est-à-dire de dire, sur ce composant-là, je sens qu'il y a un marché, je sens qu'il y a des demandes, et l'incitativité de Nano 2022 leur a dit, OK, je prends le risque, parce qu'en fait, l'aide me permet de prendre financièrement un risque plus faible. Et donc, ceci les a permis de se positionner extrêmement bien sur des technologies, par exemple, d'imageurs, sur des microcontrôleurs. Donc, je ne vais pas parler à la place de ST. En tout cas, du point de vue croissance de ST, l'impact de Nano est évident. Ce qui est public aussi, c'est que vous avez peut-être dû le voir, ST embauche fortement, embauche massivement. Et peut-être un petit aparté sur ce point-là, je pense que cette problématique est posée aussi pour chacun des industriels, c'est qu'il devient difficile
de recruter des personnes dans le secteur de la microélectronique. On a besoin effectivement d'ingénieurs très qualifiés, de gros scientifiques, mais par contre, il y a aussi besoin de tous les strates, c'est-à-dire des bacs +2, même des personnes non qualifiées. C'est un secteur qui emploie tout type de profil. Et par contre, on s'aperçoit quand même, je répète, qu'on a vraiment des difficultés à trouver des candidats. Peut-être une réaction, David, sur ce point-là. Vous embauchez aussi massivement et à tout échelon. Alors oui, là on est un peu en compétition entre industriels sur le bassin grenoblois. On essaie d'attirer les talents. En fait, se faire connaître. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure dans la précédente table ronde, il y a aussi les conditions de travail, le télétravail, l'attractivité de l'entreprise, la responsabilité RSE. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes aujourd'hui pour les donner du sens. Faire évoluer le management. Tout ça, c'est créer de l'attractivité pour attirer les talents. Soitec, c'est la même chose. Et d'ailleurs, vous faites valoir le fait que vous êtes en bas des montagnes grenobloises avec un cadre de vie un petit peu idéal. Ça participe pour recruter vos jeunes talents? Oui, ça permet notamment d'attirer des ingénieurs étrangers qui viennent très très volontiers dans la région, attirés par le ski. Pour ce qui est des opérateurs, en fait, nous les formons nous-mêmes. Les techniciens, c'est vrai qu'il y a un problème, enfin c'est un problème au niveau européen. Je pense par exemple aux techniciens de maintenance, l'analogique, façon des choses. Mais nous travaillons très très bien avec la région pour essayer d'adapter les programmes de formation à nos besoins. Bon, les ingénieurs, il y en a encore beaucoup, ça va. Mais et je voulais remercier quand même la région qui nous reçoit aujourd'hui parce qu'ils nous ont aidés dans ces plans successifs. Ils nous ont aidés dans le plan Nano 2022. Une partie des collectivités, ils ont effectivement, à avoir participé. financé des équipements qui sont dans la ligne pilote de carbure de silicium dont nous parlons tout à l'heure ont été financés par la région. Donc il y a vraiment une collaboration très très étroite. Alors j'ai envie de faire un petit saut en avant pour les quelques minutes qui nous restent et notamment penser à l'horizon 2026. Le plan Nano 2022 s'arrête donc en 2022. On attend la suite, le futur. Est-ce que face à la pénurie de composants qu'on connaît, à ces enjeux stratégiques dont on parle depuis tout à l'heure, il va falloir avoir un soutien encore plus fort ou peut-être fléché différemment, plus spécifiquement? Peut-être Laure Quintin, est-ce qu'au niveau européen, parce que ces plans-là se jouent au niveau européen pour découler ensuite en France et dans différents États, quel est un petit peu l'état des discussions aujourd'hui à ce sujet-là et les enjeux? Alors, avant d'aller à l'Europe, la France, Emmanuel Macron a annoncé allouer 6 milliards d'euros à la microélectronique sur les 30 milliards du plan relance de 2030 français. Voilà. Il a alors en suivi des annonces politiques européennes, bien sûr, qui s'adossent, du coup, ces annonces-là s'adossent aux annonces politiques de la Commission européenne qui voit vraiment, qui reconnaît cette pénurie. Donc, du coup, à l'Europe est d'abord plutôt un législateur. Donc, l'Europe, en premier lieu, elle fait évaluer en fait le droit de la concurrence. Donc pour avoir les fameuses IPCEI dont mes collègues parlent depuis le début, qui est le sigle anglais pour les projets importants d'intérêt européen, cela permet en fait aux États membres d'augmenter le taux d'aide d'État maximal autorisé pour de l'investissement dans l'industrie. Donc Marc Haïd le précisait, la microélectronique a besoin de très grands investissements. Donc ces IPCEI donnent le cadre législatif pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est déjà très bien. Ensuite, ce sont les États qui financent. Donc les plans nano sont la déclinaison française de l'IPCEI. L'Europe, elle, ne met pas énormément d'argent. Il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de co-investissements industriels. Ça n'a pas été mentionné. On l'a vu dans la part qui reste très importante. Et donc l'Europe, elle, finance majoritairement à travers ses programmes cadres de recherche et de développement, où là, il faut répondre à des appels à projets. Donc c'est aussi compétitif au niveau européen. Donc voilà, l'Europe a vraiment ce cadre plutôt de législateur. Et puis la dernière loi, je ne sais pas si c'est maintenant que vous voulez que j'en parle ou tout à l'heure, le fameux European Chip Act, qui est aussi un très joli nom marketing, et qui aujourd'hui se décline en 4 piliers. Le premier, c'est plutôt une mutualisation des équipements de recherche.
Donc, Marc Haïd a parlé des 3 grands centres de recherche de la microélectronique en Europe. L'idée est de faciliter la mutualisation des gros équipements et des gros investissements qui ont été faits jusqu'à présent. Ensuite, il s'agit aussi d'avoir une approche européenne géopolitique des chaînes d'approvisionnement. Donc on y faisait peut-être moins fi avant. Aujourd'hui, avec la crise de Covid, on va vraiment faire attention en Europe à voilà, choisir géographiquement parlant ces chaînes d'approvisionnement. Ensuite, alors j'avais noté quoi Eh bien, aussi se baser sur des collaborations internationales. Et donc la première, c'est la fameuse création de l'Alliance des microprocesseurs et des semi-conducteurs en Europe, qui va réunir en fait les acteurs majeurs, une première vraiment de façon institutionnalisée en Europe, pour définir les goulots d'étranglement, discuter justement du futur, de ces nouvelles technologies du futur, parce qu'en fait, c'est un marathon, c'est pas un sprint, donc c'est là on essaie de redresser la situation, mais il va falloir vraiment que ça se L'industrie de ça se ressente dans la durée, effectivement, et ça passera par des collaborations européennes, on l'espère. José Berriot, peut-être une réaction par rapport à la fois à cette alliance entre constructeurs et industriels, notamment mondiaux, de la microélectronique, mais aussi sur ce projet de loi en lien avec la souveraineté de la filière, ces 2 instruments qui sont nécessaires aujourd'hui et auxquels vous participez. Oui, alors je voudrais compléter l'excellent exposé de Laure en disant qu'il y a aussi un autre outil européen qui s'appelle KDT. Alors KDT, c'est le successeur d'Excel, ça veut dire Key Digital Technologies. Ça existe depuis la semaine dernière et le premier appel d'offres sera lancé le 16 décembre prochain. KDT aura un budget de 3,8 milliards, moitié commission. Et là, l'Europe met de l'argent pour une fois, 1,8 milliard. Et j'ai dit 3,6 en tout et un autre 1,8 milliard venant des États membres. Donc c'est aussi un instrument important. L'alliance des semi-conducteurs, en fait, l'idée, c'est que les gens se parlent entre eux. Alors bon, vous savez, entre industriels, on aime bien se parler, mais des sujets consensuels, c'est-à-dire la formation, le recyclage des matériaux. Dévoiler nos roadmaps technologiques aux autres, on n'aime pas toujours le faire. Mais bon, il faut trouver un compromis pour effectivement qu'il y ait une espèce de solidarité européenne. Et je dirais que nous y sommes obligés par l'actualité. C'est-à-dire, on est passé il y a 4 ans, on était encore dans une sorte de mondialisation heureuse. Donc les produits circulaient à travers la planète, le transport coûtait pas très cher, etc. Maintenant, le transport, les prix ont été multipliés par 6, 7, 8. Il y a une sorte de découplage entre les États-Unis et la Chine qui est en route. On voit bien que c'est un mouvement de fond, quel que soit le président au pouvoir. Voilà, ce qui fait que l'Europe est obligée de réagir. Et peut-être que ça va être très salutaire, c'est-à-dire peut-être que les Européens vont se parler mieux, essayer d'avoir une solidarité un peu commerciale également, même si tout ça est totalement interdit. Il faut faire très attention aux questions de droit de la concurrence. Mais néanmoins, à partir du moment où on travaille ensemble sur des innovations, on a dit que c'était très capitalistique. Donc partager les investissements au niveau de l'innovation, de la première ligne, etc., c'est sans doute une bonne idée. C'est ça que l'Alliance va essayer de promouvoir. Avant de clôturer, David Billon-Lanfray, peut-être un mot aussi sur ces 2 initiatives-là. Pour vous, c'est aussi essentiel pour la filière. Est-ce que vous allez y participer d'une manière ou d'une autre ? Oui, en fait, aujourd'hui, on voit bien que si on va maintenir cette empreinte internationale, il faut vraiment raisonner au niveau européen. Et donc, du coup, coopérer. Et donc, c'est vrai que c'est pas naturel pour les industriels concurrents sur des marchés de coopérer, mais coopérer sur la R&D ou sur des investissements amont, c'est possible. Ça distord pas le droit de la concurrence et ça permet d'être fort et de rayonner à un niveau mondial. Je vais laisser le mot de la fin peut-être à Marc Haïd pour conclure, et notamment sur ces plans nano dont vous étiez spécialiste jusqu'ici pour le CEA-Leti. Le prochain, le 2026, est-ce qu'on s'attend encore à un plan d'envergure au moins équivalent, voire supérieur ? Pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question puisque c'est encore en cours de discussion au niveau de l'Europe et des États membres. Par contre, pour conclure, moi, j'aurais tendance à dire investir, c'est courageux. Investir, c'est prendre des risques. Et on est actuellement dans une phase où on s'aperçoit que si on ne prend pas de risques, on risque de se retrouver non seulement en défaut, mais peut-être en faiblesse.
Donc actuellement, toutes les initiatives qu'il y a autour du monde, et en particulier en Europe et en France, sont les bienvenues parce qu'elles vont nous permettre d'affronter de façon plus sereine l'avenir. Je pense que c'est au niveau de la recherche et développement, c'est un point extrêmement positif qu'on se rende compte actuellement que la microélectronique, la recherche en microélectronique est devenue un facteur mondial de succès des pays. On reviendra sur ce sujet-là avec la Tribune et son bureau régional La Tribunera prochainement. En attendant, merci beaucoup à tous pour votre présence.